partout. Il a quasiment 2 minutes d'avance sur la tête du peloton maillot jaune. Il est drôlement bien, hein, bien posé sur son vélo. Ah oui, justement, il va tout donner. Ah, il vient de tomber. Il est à l'attaque dans la descente. Il n'y a pas le feu. 1 kilomètre encore. Il a tout gagné depuis le mois d'avril. Il est trop fort. Il est trop fort. Un sacré numéro. Salut à tous, bienvenue pour le Grand Plateau, une nouvelle émission encore une fois cette semaine avec encore une fois un joli petit programme, le Tour d'Italie, les 4 jours de Dunkerque. François Delancre qui est avec nous pour ce nouveau numéro. Salut François. Salut tout le monde. Maxime Maguet également présent, comment vas-tu ? Très bien, ça va très bien, impeccable. Allez, on va commencer tout de suite par l'actu française, les 4 jours de Dunkerque. Alors on va donner rapidement les résultats, hein. C'est Arnaud Demar pour l'équipe française des Jeux qui l'a emporté, 26 secondes devant Florian Vachon et 30 secondes devant Ramon Sinkeldam, le coureur de l'équipe Argos. Alors avant de développer tous ses succès, ses victoires d'étape et puis de débriefer la course, le premier invité de l'histoire du Grand Plateau, c'était Florian Vachon, Maxime. Alors on l'a eu hier soir et on a enregistré l'interview qu'on va vous passer tout de suite. Bonsoir Florian Vachon, merci de répondre à nos questions pour le compte du Grand Plateau. Alors vous avez fait l'actualité avec les 4 jours de Dunkerque, dont vous avez pris la 2e place, également de la 4e étape. Est-ce que vous êtes satisfait de ces prestations ou est-ce que ça reste une déception de ne pas avoir gagné ? Voilà, c'est un petit peu mitigé, un petit peu partagé entre ces deux sentiments. Une 2e aux 4 jours de Dunkerque, à la fois au général et à la fois sur l'étape des monts, c'est une très belle performance parce que ça reste une très belle course et qu'il y a quand même un beau plateau. Donc si on regarde ça avec un petit peu de recul, c'est vrai que c'est quand même une satisfaction et collective et personnelle. Par contre, c'est vrai que passer si près de la victoire sur l'étape des monts, c'est un peu rageant. Il me manque 50 mètres. J'ai fait un joli final. Toute l'équipe avait bien bossé durant toute la journée. Et ça aurait été mérité d'être récompensé par une victoire d'étape. Malheureusement, on est tombé sur un Arnaud Demar très très costaud avec une Française des Jeux très solide et très solidaire. Et ils ont été, faut dire ce qui est, vraiment à la hauteur de ces 4 jours. Donc c'est dommage pour nous, mais bon, ça donne ça va peut-être un petit peu plus supérieur à la 2e place, quoi. Il y avait vraiment de la concurrence, de la belle concurrence, et ça met encore plus de valeur à cette 2e place. Est-ce que vous avez cru à la victoire d'étape à un moment donné ? Est-ce que vous avez vu le retour de Michel Creder juste derrière ? On y croit à partir du moment où on attaque et qu'on passe à l'offensive, on y croit. Toute la journée, les jambes tournaient bien, et puis même depuis le début de la semaine, j'avais vraiment de bonnes sensations. Quand je sors, c'est vrai que je vais faire le trot tout de suite, mais après je sais qu'il y a encore un dernier kilomètre très dur. Le but étant de pas s'écraser dans le dernier kilomètre, et je monte plutôt bien le dernier kilomètre. Je vois que ça tarde un petit peu à revenir sur moi, et on va dire que jusqu'aux 500 mètres, c'est vrai que j'avais encore une bonne vitesse de jambe, et ça allait pas trop mal, mais ouais, les 300 derniers mètres, j'ai commencé à vraiment buter, être vraiment au bout de mon effort, mais la ligne se rapprochait de plus en plus, et c'est vrai que j'y ai cru jusqu'au bout, hein, jusqu'aux 50 derniers mètres. Hein. Je me suis dit que tout le monde était à fond de toute façon, et qu'il n'y avait plus à se retourner. Il fallait tout donner jusqu'au bout, et il fallait y croire, sinon c'est vrai que ça servait à rien, et se faire chipper un petit peu la victoire comme ça sur les 50 derniers mètres, c'est vrai que c'est rageant. Alors justement, je voudrais revenir avec vous sur votre début de saison. Vous avez donc vu aux 4 jours de Dunkerque, on vous a vu aussi sur le Grand Prix Pinot de Cérami, toujours avec le même mode opératoire, si j'ose dire. C'est-à-dire que vous partez un peu plus loin que d'habitude, quelques kilomètres de l'arrivée. Alors justement, est-ce qu'il n'y a pas un changement de stratégie récemment depuis Paris-Bourges 2012 ? Est-ce que le Florian Vachon sprinter n'a pas été remplacé par un Florian Vachon un peu plus puncher ? Est-ce que inconsciemment ça m'a mis en confiance pour faire plus des derniers kilomètres, ou un puncher vraiment pour faire un final costaud? Peut-être que oui, mais bon, avant tout c'est surtout l'analyse de la course au moment précis, au moment actuel, on va dire, entre guillemets, et voilà. Pinot Cérami, il reste encore des bons sprinters, il restait Feuillu, il restait quelques mecs qui allaient vite comme le vainqueur, et il faut anticiper ça, quoi. Il y a de plus en plus de sprinters, j'ai l'impression,
Et c'est sûr que si on bouge pas, c'est pas dans l'emballage final qu'on arrivera vraiment à aller chercher la gagne. Et voilà, moi, j'avoue que je cours, c'est pour gagner et pas pour attendre de faire 2 ou 3e quand on sait qu'on a des purs sprinters dans le groupe, quoi. Et c'est ce qui s'est passé aussi aux 4 jours. Voilà, on savait que si au pied du dernier kilomètre, au pied de la dernière bosse, au dernier kilomètre, il y avait encore Arnaud Demar avec nous. Un sprinter ne lâche pas comme ça quand il y a une victoire au bout, et il aurait passé la bosse et en plus il aurait gagné au sprint. Donc il fallait faire bouger les choses avant. Ça a été la stratégie de Bretagne Séché Environnement toute la course, d'user au maximum les sprinters. Et ça passait aussi par une attaque peut-être un petit peu plus lointain et pour pouvoir surprendre justement les sprinters. Alors voilà, après la réponse à cette question, peut-être que le Paris-Bourges a fait changer un petit peu ma stratégie de course, mais il y a aussi surtout l'analyse de la course et savoir à quel moment la course peut pencher de notre côté. Alors justement, on va revenir un peu sur la suite de votre saison maintenant avec cette première belle partie de saison mais sans victoire. Quels vont être votre objectif maintenant, vos objectifs sur la fin de saison? Le gros objectif, il est l'invitation bien sûr au Dauphiné. Il nous a été accordé, on se doit de bien y figurer. Et en plus dans la foulée, ça va faire une très très bonne préparation pour les championnats de France, qui va être aussi pour un coureur un petit peu puncher. C'est usant apparemment le circuit, vu les échos que j'ai eus. Et donc voilà, ça sera les deux principaux objectifs de la fin de saison, quoi. Est-ce que vous pensez pouvoir passer les Ribes en bonnes conditions au championnat de France? On sait c'est une course un peu spéciale à ce niveau-là. Ça va dépendre de pas mal de choses, du temps, parce qu'il est assez découvert quand même, apparemment le Rébine, et puis c'est quand même en Bretagne, donc il peut y avoir pas mal d'eau, pas mal de vent surtout. Donc on verra comment ça se passe, mais oui, je pense qu'il y a possibilité de bien passer les Rébines. Après, c'est vrai qu'il va y avoir 200 coureurs sur un Rébine, et ça va beaucoup frotter, ça va être très usant, donc il faudra être très vigilant toute la journée sans jeter trop de billes avant la vraie bagarre finale, on va dire. Alors vous avez parlé de votre invitation pour le Dauphiné. Justement, ASO a divulgué la semaine passée la liste des équipes invitées pour le Tour de France. Est-ce que c'est une réelle déception pour votre équipe de ne pas être au départ cette année? Oui, on ne peut pas ne pas être déçu de ne pas être au Tour. Ça serait illogique. Après, on est aussi censé. La plupart des coureurs et des dirigeants, on était conscients pour avoir une lueur d'espoir d'être invité, il fallait rentrer très fort dans la saison et gagner assez rapidement, et c'est ce qu'on n'a pas réussi à faire. Moi, j'en suis conscient que ce niveau-là, ça a un petit peu été difficile pour nous, mais bon, après voilà, c'est vrai que c'est une déception quand même de pas y être. Après, c'est vrai que les circonstances n'ont pas aidé. Avec la Katusha qui revient dans le Pro Tour, ça fait une place en moins. Il y a pas mal de choses qui font que ça nous a pas aidé à avoir cette place, mais il y a aussi le fait, en tout cas moi j'assume les conséquences. C'est vrai qu'on n'a pas, collectivement, on n'est pas rentré comme on aurait dû dans cette saison. Alors justement, pour vous, est-ce qu'il n'y a pas une envie peut-être de passer dans une équipe World Tour pour participer à de plus grandes courses et plus souvent dans la saison? Est-ce que vous avez un certain curriculum dans le peloton français, mais est-ce qu'il n'y a pas envie d'aller voir un peu plus haut? C'est toujours la question qui revient un petit peu. L'envie d'aller voir plus haut, là pour l'instant on est encore que début mai. La question se pose pas pour moi. Pour l'instant je suis chez Bretagne, je m'y sens bien, et pour l'instant je vois pas l'intérêt on va dire d'aller voir ailleurs quand on se sent bien dans une équipe. Il y a toujours cette relation de confiance avec les dirigeants, on va dire une entente, une réelle entre guillemets complicité, même si c'est pas vraiment le mot adapté, mais il y a un vrai échange, et ça m'intéresse dans une équipe. C'est ce qu'il me faut pour pédaler sereinement, avec un collectif qui tient debout et des coureurs avec qui je peux avoir confiance. La preuve au 4 jours de Dunkerque, donc voilà.
pour l'instant, l'envie de changer, non, ça me trotte pas dans la tête. Alors bon, j'ai conscience que le calendrier est peut-être pas celui que je pourrais espérer, que peut-être d'autres courses, même pas forcément Pro Tour, mais bon, des Flèches Wallonnes ou d'autres courses en Belgique ou ailleurs pourraient peut-être me correspondre. Mais bon, voilà, il faut trouver un petit peu un équilibre et un juste milieu. Et pour l'instant, moi, je l'ai trouvé chez Bretagne Séché Environnement. Donc, Est-ce que par le passé, vous avez eu des sollicitations d'autres équipes? Je pense notamment après votre deuxième place en Coupe de France, où vous avez fait une très belle saison. Est-ce que d'autres équipes sont venues vers vous à ce moment-là? oui, quelques équipes étaient intéressées après ma deuxième place en Coupe de France il y a 3-4 ans maintenant. Après, c'est un peu délicat parce que selon si on a un manager ou pas, c'est sûr que les demandes sont pas tout à fait pareilles, mais bon, voilà, le milieu il est pas si grand que ça et on arrive toujours. Les équipes sont toujours intéressées par des coureurs qui gagnent. Eh bien merci Florian Vachon d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. On vous souhaite une bonne fin de saison sous les couleurs de l'équipe Bretagne Séché. Voilà, c'était hier soir Florian Vachon qui était le premier invité du Grand Plateau. On le remercie une nouvelle fois, très sympa Florian Vachon, qui a largement développé plus qu'on ne l'espérait d'ailleurs toutes les réponses à nos questions. Florian Vachon qui a fait donc on l'a dit dans l'interview une très très belle étape sur l'étape Rennes d'ailleurs, et il a été rattrapé dans les derniers mètres, le tout dernier mètre par Michel Créder, le coureur de l'équipe Garmin. C'était une très belle étape et il aurait peut-être mérité mieux bien sûr que cette deuxième place. Une étape où Arnaud Demar a également fait très forte impression. C'est clairement là qu'il a construit son succès. Je pense que plus que ces victoires d'étape avant, c'est clairement là la grosse nouvelle de ces 4 autres Dunkerque, c'est qu'Arnaud Demar a pris ses responsabilités et qui plus est dans une bosse. Donc, moi je le pensais capable de suivre éventuellement, mais moins de créer la différence comme il l'a fait. Alors certes, le plateau des punchers n'était pas non plus digne d'une World Tour, mais il faut pouvoir le faire, il faut pouvoir les sortir de la roue, les Créder, parce que dans la bosse il n'était pas avec lui. Tout le monde était à la rupture dans la bosse derrière. Ouais, il a mis vraiment tout le monde dans le rouge et c'était assez impressionnant. C'est vrai que quand Vogue Renard s'est écarté, en bas de la bosse, on s'est demandé qu'est-ce qu'il allait faire. Il était en danger là, à ce moment-là. Il était en danger. Finalement, il a plutôt bien réagi, puis il était plus fort que tout le monde. Donc on a dit cette victoire de Michel Créder sur l'étape des Monts. Arnaud Demar qui avait auparavant remporté les 3 sprints, les 3 premières étapes. Et la dernière étape, François est revenu au coureur de la Pomme Marseille. Qui a su Yannick Martinez. Qui a su démarrer dans les 500 derniers mètres si je ne me trompe pas. Et qui a su anticiper le sprint et prendre un peu d'avance et gagner devant Arnaud Demar, encore une fois. Je sais pas si Arnaud Demar fait 2 sur cette étape, mais Arnaud Demar, qui était dans le peloton, de toute façon il a assuré pour ça. Il était très bien emmené sa aussi. Victoire. Le train FDJ s'est vraiment bien mis en place Absolument. sur ces 4 jours, surtout avec son poisson pilote Geoffrey Soupe qui a fait même deuxième la 3e étape. Oui, Geoffrey Soupe, très 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 bon poisson pilote pour Arnaud Demar, qui avait déjà fait le podium sur une étape du Giro l'année passée. Je crois que c'était même la première étape, qui avait été remportée, me semble-t-il, par Mathieu Goss. C'est vrai, belle équipe, beau collectif Française des Jeux. Florian Vachon l'a dit dans son interview, c'était délicat de rivaliser avec la grosse Dream Team Française des Jeux. C'est vrai que Soupe, c'est un peu le symbole de cette équipe Française des Jeux, parce que il pourrait lui-même jouer sa carte. On l'a vu, il fait 2e de l'étape, tu l'as dit. Au général, il fait dans les 10, il me semble. Il pourrait très bien jouer sa carte, mais il se met au diapason d'Arnaud Demar, qui est de toute manière, je pense, supérieur au sprint, et là on l'a vu supérieur aussi dans les bosses. C'est le cas aussi d'Anthony Gélin, de Benoît Vaugrenard, qui sur l'étape des Monts auraient pu jouer leur carte. Mais en effet, il y a une culture du sprint assez intéressante du côté de la Française des Jeux depuis un petit moment déjà. On peut même remonter à l'époque Sébastien Chavanel, c'est là que ça commençait à travailler autour de lui. Et là, avec Demar et Bouhanni, a fortiori plus vrai, étant donné le talent des deux de Lascar. Alors Arnaud Demar succède au palmarès à un autre Français, Jimmy Angoulevent, et c'est la 3e année consécutive d'ailleurs que les 4 jours de Dunkerque reviennent à un Français, puisque c'était Thomas Voeckler qui s'était imposé, rappelez-vous, en 2011. Thomas Voeckler, François, qui revient bientôt à la compétition après sa fracture de la clavicule sur le Tour Rhône-Alpes-Isère, c'est ça ? C'est ça, oui, c'est ce week-end. Et ben voilà pour les 4 jours de Dunkerque, je pense qu'on a été assez concis sur cette course. Comme la semaine dernière, même transition d'une course maillot rose à une autre. Le Tour d'Italie qui s'était lancé donc samedi dernier, c'était à Naples. Alors un petit rappel des résultats. La première étape qui était revenue à Mark Cavendish, qui était donc le premier maillot rose de ce Giro. Cavendish qui s'était imposé devant Elia Viviani et Nasser Bouhanni.
Donc on parlait des Françaises des Jeux et des sprints. Première place sur la première étape pour Boigny. Qui fait un bon Giro, un bon début de Giro, du moins il a fait, on en reparlera après de ses autres places. Là aussi on a vu un bon travail notamment de Murilo Fischer, qui est un peu son poisson pilote attitré sur le Giro. Mais c'est notamment vu la physionomie des sprints, c'est assez encourageant parce que on n'a pas l'impression qu'il se plaint souvent d'être gêné. Voilà, on a un peu l'impression, on a un peu de frustration chez lui parce qu'on a l'impression qu'il n'arrive jamais à faire son vrai sprint. Première étape, il se met dans la route Cavendish, la bonne roue certes, mais il peut pas vraiment le remonter, il n'a pas le temps. Il essaye en fin de sprint, mais c'est trop tard. Et pareil hier, où il a été semble-t-il gêné. Donc peut-être une bonne surprise à venir. Tu l'as dit, François, Nasser Boigny qui se plaint donc régulièrement, en tout cas c'était le cas sur la première étape et puis sur l'étape d'hier, régulièrement d'être gêné. Et puis il y a quelques petits conflits sur Twitter, notamment avec Bernard Heisel. Ils se sont échangés quelques tweets. Alors rien de méchant, mais on sent qu'il y a un petit peu de tension dans ces sprints. Et Nasser Boigny qui est peut-être en train de devenir un petit peu le Romain Grosjean du peloton. Il commence à être un petit peu craint. En tout cas, on espère pour lui que ça sourira à l'avenir sur ce Tour d'Italie et qu'il pourra en décrocher une. La deuxième étape, c'était un contre-la-montre par équipe avec la machine Sky qui s'est mise en route. Les Sky s'imposent devant l'équipe Movistar et les Astana. Et donc Cavendish qui n'est resté maillot rose qu'une journée puisque la tunique de leader du classement général est revenue sur cette étape à Salvatore Puccio, donc un Italien en rose sur son Tour d'Italie. Grosse impression de l'équipe Sky d'entrée avec Bradley Wiggins qui d'entrée de jeu se place parmi les meilleurs. Grosse impression, d'autant qu'ils n'avaient pas emmené la Dream Team des rouleurs. Quand on regarde la start list, c'est pas, oui, il y a des bons rouleurs forcément, mais c'est pas monstrueux. Après vous me direz derrière c'est pas non plus terrible. Au mystère du côté il y a Alex Dosset qui roule bien, une Sosti un petit peu, mais Christian Knies qui peut aussi sur du côté de Sky. Droit. Donc c'est d'autant plus une belle performance que l'équipe était pas forcément taillée pour ce chrono, je pense, plus pour la montagne avec les Nao, les Uran et compagnie. Absolument. L'équipe Astana donc de Nibali qui termine troisième et grosse une surprise. Une surprise pour une équipe de grimpeurs. D'ailleurs Nibali était content de sa performance, il l'a avoué. Grosse contre-performance, je le disais, pour l'équipe BMC, l'équipe de Taylor Phinney et de Cadel Evans qui n'a jamais été en mesure de rivaliser, tout comme l'équipe Omega de Mark Cavendish. Il y a un élément explicatif, c'est le vent qui aurait tourné entre le départ des premières équipes et des dernières équipes. Est-ce que ça explique tout sur ce contre-la-montre par équipe? Vu les écarts, je pense que les écarts qui sont assez minimes quand même, ça se joue pas à la minute. Je pense que ça peut expliquer en effet, surtout quand on voit une telle défaillance de l'équipe BMC qui avait emmené déjà Taylor Phinney et Cadel Evans, c'est largement supérieur à ce qu'on a vu chez Movistar et Sky. Donc je pense que le vent a pour partie prenante dans cette désillusion. Le premier grand tournant de ce Tour d'Italie, c'était sur l'étape 3, remportée par Luca Paolini devant Cadel Evans et Ryder Hesjedal. Alors on s'attendait à une étape sympa, à une étape vallonnée, on pensait qu'il y aurait un petit peu de suspense, de belles attaques. Il y a vraiment eu la bagarre, ça on s'y attendait moins. Ryder Hesjedal qui est parti dans la dernière ascension, qui a beaucoup fait rouler la Garmin, Nibali qui a également fait rouler ses hommes avec notamment Tanel Kangert et Valerio Agnoli, et Luca Paolini qui en a profité en s'échappant dans la descente pour faire coup double et prendre le maillot rose de leader. Une étape qui a également fait des victimes, avec notamment la chute de Michele Scarponi qui perd 1 minute, et puis quelques outsiders qui perdent une cinquantaine de secondes, à l'image de Pozzo Vivo, de Bedancourt ou de Rafał Majka. Une étape vraiment intéressante à regarder et qui a lancé le Tour d'Italie de fort belle manière. C'est ça que c'est l'étape qui vérifie l'adage que c'est les coureurs qui font la course. Absolument. En effet, on s'attendait au moins à un sprint, ou plutôt au mieux à un sprint un peu original avec des punchers, puisque les sprinters étant donné la bosse. Mais quand on a vu les Garmin se mettre à la planche en bas de la bosse avec les BMC, on s'est dit tiens, est-ce que c'est seulement pour placer leur leader? Ouais. Ou pour lancer la bataille. Du coup, la bataille a été lancée par Hesjedal lui-même plusieurs fois. Il a attaqué plusieurs fois de manière assez facile en plus. Il était chaud bouillant, Ryder Hesjedal. Il est ressorti, il a tenté des coups. Attaqué 4 ou 5 fois. Mais il a raison, je pense. Quand on parlait du rouleau compresseur Sky dont on parle depuis le début de l'année, il faut prendre du temps. Il faut essayer de reprendre du temps, le temps perdu sur le chrono notamment. Il faut essayer de le reprendre sur les étapes qui sont pas forcément cochées dans le calendrier de toutes les équipes. On l'a vu chez Sky, ils n'étaient pas énormément derrière dans le groupe quand ça a attaqué. Wiggins était pas non plus au top. Il n'a jamais paru impérial, Bradley Wiggins. Il a tout suivi, mais il était jamais aux avant-postes, jamais dans la bagarre. À contre-temps, un petit peu. Contre-temps.
Donc non, il tente la méthode de ce qu'avait fait Nibali à Tirreno contre Chris Froome, c'est-à-dire attaquer dans une étape qui est pas forcément l'étape reine, mais qui peut créer des dégâts. Et puis on l'a vu derrière avec Pozzovivo distancé, Scarponi même si c'est sur chute, mais ça fait partie. Et on a aussi Evans qui s'est rappelé à notre bon souvenir en se classant Absolument. 3ème de l'étape. Deuxième et qui prend 12 secondes de bonification, 8 secondes pour Ryder Ejdsdal. À noter également la présence de Mauro Santambrogio qui vient échouer juste au pied du podium à la 4e place, mais on en parlait. Et puis le coureur de la Farnese Vini qui est présent, et il faudra certainement compter sur lui pour ce Giro. La 4e étape, elle est revenue à Enrico Battaglin de l'équipe Bardiani devant Fabio Felline et Giovanni Visconti, un podium 100% italien. Et là encore, Bradley Wiggins qui cède du temps, 17 secondes dans une cassure à l'approche de l'arrivée. Alors est-ce qu'il a été gêné par la chute? Le jury a convenu que non. C'est probable que Wiggins n'ait pas perdu toutes ces secondes pour rien, mais en tout cas, ces 17 secondes, c'est un débours qui lui annule pratiquement son avance du contre-la-montre par équipe. François. Il était quelque peu lâché par ses coéquipiers aussi dans la montée de San Bruno. Absolument, puisqu'Henao fait 4e. Donc Il y avait Uran dans un premier peloton. Oui, qui c'est était Uran, parti pardon, vers c'est le sprint. Uran. C'est Henao qui fait 4e de l'étape d'après, pardon. Mais il avait plus de ses coéquipiers étaient en perdition, on peut dire. Stutsu a lâché vite aussi, donc ça rappelle ce qu'on a dit sur l'étape de lundi, où les équipiers Sky n'étaient pas forcément autour de leur leader. Après, je pense que c'est l'état de forme, mais c'est inquiétant dans le vue de la haute montagne, où que là, il va avoir plus forte affaire encore face aux grimpeurs italiens. Les 5e et 6e étapes, c'était hier et avant-hier, c'était 2 étapes de sprint. Revenu pour la première à John Degenkolb devant Vicioso et Paul Martens. C'est la 6e, donc on l'a dit tout à l'heure, Mark Cavendish qui s'impose une nouvelle fois devant Elia Viviani et Matthew Goss qui avait un petit peu raté son début de Giro et qui se repositionne. À part la gêne de Bouhanni, pas grand chose à raconter sur ces sprints, si ce n'est que Degenkolb a quand même fait une forte impression parce que c'était pas gagné d'avance et le sprint était difficile. Sprint en bosse, et il y a une petite bosse aussi avant, ce qui explique que le plateau des sprinteurs était un petit peu diminué. Une très grosse chute dans le final aussi. En plus, donc ce qui fait, ça fait donner un sprint assez peu académique, mais Degenkolb a su trouver l'ouverture que Cavendish lui a laissé en décrochant la dernière bosse. Alors pour les prochaines étapes, celle d'aujourd'hui entre Marina di San Salvo et Pescara, c'est 177 km avec une côte de 4e catégorie, la côte de San Silvestro à 7 km de l'arrivée. Alors comme on dit, c'est les coureurs qui font la course, il peut se passer des choses, il peut ne rien se passer également. En tout cas, c'est pas comme on dit d'habitude, c'est pas une étape où on peut gagner le Giro, c'est une étape où on peut éventuellement la perdre. Donc à suivre aujourd'hui. Alors que les choses sérieuses vont commencer ce week-end avec le chrono individuel entre Gabi Cemare et Saltara, 55,5 km, ça sera samedi. Une étape de moyenne montagne entre San Sepolcro et Florence, ça sera dimanche. Et puis les choses sérieuses commenceront vraiment cette fois-ci lundi avec la première étape de haute montagne qui arrive au sommet de l'Altopiano del Montasio, le Giro qui va clairement se lancer ce week-end et puis début de semaine prochaine. Et on va très vite savoir l'état de forme de Wiggins avec le chrono de samedi, parce on l'a dit, il était pas impérial, il a déboursé un peu de temps, on ne sait pas si c'est par rapport à la chute ou pas, mais en tout cas il n'était pas au top de sa condition, donc on verra samedi s'il est à son niveau contre la montre, et a fortiori en montagne ce week-end. Alors on a beaucoup parlé de Bradley Wiggins, on va faire un petit point sur la première semaine des grands leaders, ou du moins des outsiders. Alors le classement général, pour l'instant, pas d'écart très conséquent, à part des coureurs comme Kobo qui cette fois-ci sont dans les bas-fonds du classement. Le classement du maillot rose, c'est le suivant. Luca Paolini qui est maillot rose devant Rigoberto Urán pour 17 secondes. La 3e place qui revient à Beñat Inchosti. Mais alors les leaders derrière, ils sont tous là. Nibali 4e à 31 secondes. Ejdsdal 5e à 34 secondes avec Bradley Wiggins dans le même temps, 6e. Henao est 8e, Santambrogio 9, Evans 10, Gesink 12, Samuel Sanchez 18, Scarponi 20. Et puis derrière, on a des coureurs comme Maika, Betancourt ou Pozzovivo entre la 20e et la 30e place, en sachant que l'écart n'excède pas les 2 minutes, mais les coureurs de l'équipe AG2R qui étaient d'ailleurs dans la chute lors de la 3e étape, qui sont déjà à 1,41. Le premier français, c'est Arnold Jansson à 2,48. Donc les Français qui ont peu de chance de rivaliser pour ce classement du maillot rose. Quels sont les leaders qui vous ont fait la plus forte impression? On l'a dit, un petit peu en difficulté Bradley Wiggins, ou du moins en retrait, alors que Nibali et Ryder Ejdsdal qui sont présents aux avant-postes, les deux co-favoris de ce Giro avec Wiggins, 4e et 5e. Moi je suis plutôt d'accord avec toi, Ejdsdal et Nibali ont fait meilleure impression, ce qui explique d'ailleurs que ils soient quasiment dans le même temps, il y a 3 secondes d'écart entre les trois. Après je mettrais un petit peu Evans, Santambrogio et Gesink un petit peu en retrait quand même, au niveau de l'impression, surtout Gesink d'ailleurs.
qui était pas énorme quand ça a attaqué. Après, oui, c'est finalement une semaine animée, mais un coup pour rien, puisque tout le monde est dans le même temps. Donc, on verra François, ça ton samedi. avis sur les favoris? Surtout, toujours Ejdal, il a fait une très forte impression lundi. Très Mais très forte après, avec le impression. contre-la-montre de ce week-end, Wiggins va reprendre sur 55 km en plus. Il pourrait facile reprendre 2 voire 3 minutes sur certains gros favoris. C'est Et envisageable. ça, rattraper dans la montagne, c'est possible, mais il faudra vraiment partir de loin ou vraiment que les coéquipiers de Wiggins n'arrivent plus à suivre le rythme comme on l'a vu mardi. Ejdal, c'est pas le moins bon des rouleurs hein, parmi les favoris, mais c'est vrai que par rapport à la machine Bradley Wiggins, ça devrait être un petit peu compliqué. Dans les hiérarchies, c'est le troisième après Wiggins et Nibali. Hein, quasiment. Voilà. Et puis il y a Cadel Evans également. Il y a Cadel Evans, qui mais peut ouais, s'en que- sortir. Par contre, ça va être un plus peu plus difficile pour des coureurs comme Uran et Nao, les coéquipiers de Wiggins. Ça sera plus difficile pour des Michele Scarponi, des Rafal Majka et puis les petits grimpeurs de l'équipe AG2R. Bon, un coureur comme Gesink est capable de sortir un bon chrono, mais Gesink, bon, ça dépend un petit peu de sa forme et on sait jamais où en On est sait jamais où il en est, ouais. ce garçon. Surtout cette année d'ailleurs. Un petit point sur les classements annexes. Cette fois-ci, le maillot rouge qui récompense le meilleur sprinter. Il est sur les épaules de Mark Cavendish, c'est normal. Il a remporté 2 étapes. Le coureur de l'équipe Omega Pharma qui compte 58 points juste devant Elia Viviani, récompensé pour sa régularité, mais qui peine à lever les bras gagner. hein, depuis le début de saison. Elia Viviani qui a 52 points et derrière le trou est fait avec Luca Paolini à 35 points, Nasser Bouhanni, le coureur français qui a 31 points et John Degenkolb 30 points. Ça donc c'est pour les sprinters. Pour le maillot bleu du meilleur grimpeur, c'était le maillot vert il y a quelques années, Ouais. mais depuis quelques années il est passé au bleu. C'est Giovanni Visconti, le coureur de l'équipe Movistar qui n'a pas lâché Non, les GPM de toute la semaine. Il les a tous faits, en tout cas tous ceux qu'il il pouvait. fait une Thomas Veuclair. Voilà, le coureur de l'équipe Movistar avec 14 points qui est devant Stefano Pirazzi, un coureur italien qui s'illustre souvent d'ailleurs hein, sur les petites grimpées italiennes du Giro. Le coureur de l'équipe Bardiani donc qui a 3 points de retard sur Visconti et derrière 2 coureurs à 9 points. Robinson Chapalud, le coureur de l'équipe Columbia, et Willem Wouters pour l'équipe Vacances Soleil. Et enfin, je vais terminer par le maillot blanc de meilleur jeune, Fabio Aru qui garde son maillot blanc, le coureur de l'équipe Astana, 19 secondes devant Maika et 26 devant Betancourt. Un pronostic pour ce maillot blanc, ça va pas être évident, mais il y a de bons petits coureurs hein, sur ce Giro Ça cette va année. être très sympa à suivre. Déjà, les 3 que tu as cités, c'est ceux qu'on retrouvera, je pense. Peut-être pas Haru qui va rétrograder un petit peu, mais Maika et Haru qui va- Betancourt, Surtout on les verra. Betancourt. On les reverra. Ouais, ouais. surtout Betancourt, Aru qui va peut-être se mettre au service de Nibali, hein, ça sera compliqué peut-être pour lui de le garder. Mais ça peut l'amener à faire des bonnes places en montagne et pourquoi pas, s'il est lors du dernier chrono en boss, de tout jouer là-dessus. Donc peut-être que des fois le maillot blanc, c'est souvent le maillot du coéquipier. On se souvient que Popovic, notamment sur le Tour de France, Ouais. c'est souvent celui qui accompagne le leader dans les dernières bosses et qui se trouve avec un maillot blanc sur les épaules, un petit peu par hasard, mais Un autre coéquipier qui pourrait éventuellement prendre ce maillot blanc, c'est le coéquipier de Robert Gesink, à savoir Wilco Kelderman, le coureur de l'équipe Blanco, 4ème de ce classement à 1,06. Alors lui, par exemple, c'est un coureur qui pourrait profiter du contre-la-montre de samedi pour peut-être reprendre le maillot blanc, au moins provisoirement. ouais, parce que devant ça roule pas énormément. Après j'ai un peu, alors je sais pas, peut-être que je pêche par mes connaissances du coureur, mais je le vois en haute montagne, je connais plus trop ses Peut-être références. un Je petit le peu limité, mais je le vois moins bon que Betancourt et Maika. Ah, clairement. Mais peut-être niveau du chrono, hein, vu que devant ça casse pas des briques non plus, donc on verra ça. Mais c'est très sympa à suivre en tout cas ce Giro. Dommage Ouais. qu'on n'ait pas Kenny Elissonde d'ailleurs côté français, j'aurais bien aimé voir sur les pentes du Gavia et autres cols italiens. Et puis un Français d'ailleurs qui était à l'attaque, c'est Hubert Dupont qui était à l'attaque sur la 4ème, je crois, remportée par Bataglin, qui est sorti à 6 km de l'arrivée, qui n'a pas réussi à l'emporter. Alors il est un petit peu loin au classement général, il pourrait bénéficier d'un bon de sortie, pourquoi pas aller chercher une étape en montagne. C'est un coureur qui sur le Giro a de belles références, Hubert Dupont. Ouais, sa réputation était pourtant celle d'un suiveur et depuis quelques années, là, il se met à prendre confiance et à prendre les échappées. C'est plutôt pas mal. Maintenant qu'il s'est fait un petit pécule d'accessite sur les grands tours et les courses par étapes, il va essayer de chercher des étapes de prestige en montagne. Et il en a la capacité en plus. On suivra attentivement la suite de ce Giro. Il y en a encore pour 2 bonnes grosses semaines et je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises. On va Non. voir comment ce Giro est parti. Comme toujours avec le Giro, hein, toujours une course assez intéressante de toute façon. Donc, Absolument. On va terminer avec ce Giro par un dernier mot, une mémoire pour Wouter Weiland qui est Ouais. décédé il y a 2 ans de cela et hier sur le podium Mark Cavendish qui a tendu un dossard 108, donc qui était le dossard, rappelez-vous, de Wouter Weiland lorsqu'il courait pour l'équipe Léopard
sur le Giro 2011. Un beau geste de la part de Cavendish sur ce Giro. On n'oublie pas Wouter Weiland, bien sûr. Et Maxime, tu voulais ajouter un dernier mot avant qu'on passe au Tour de France? Ouais, ça sera un petit peu moins triste, on va dire. J'ai remarqué la prépondérance des circuits, le retour en force des courses en circuit sur le Giro, enfin des finales en circuit du moins. Ça fait beaucoup de circuits pour un seul homme. Mais non, on a eu par exemple le circuit à Naples, qui a eu pour le coup des conséquences au niveau des chutes notamment. Et 2-3 arrivées en circuit, c'est assez rare pour un grand tour. La Vuelta le fait un petit peu. Le fait un petit peu. Sur le Tour, on le voit quasiment jamais. C'est une bonne formule pour le spectacle, je trouve. Après, pour les spectateurs. Ouais, qui peuvent voir plusieurs fois passer les coureurs. Mais... Donc c'est peut-être un bon moyen de ramener le public au bord des routes. Le Tour de France, qui s'approche à grands pas. On est au Giro, mais ça ne nous empêche pas de penser au mois de juillet. L'actu du Tour de France, c'est les invitations données par l'équipe ASO qui a joué tricolore, hein. Un petit peu chauvin, mais pas de grande surprise. La Cofidis, Europcar et l'équipe Sor invitée. Donc ça met de côté l'équipe de Florian Vachon, Bretagne CG, et également l'équipe IAM qui avait pourtant fait un joli recrutement. Pas vraiment de surprise pour Cofidis et Europcar. Bon, on savait que la dernière place se jouerait entre Sor et IAM, et donc ASO qui a joué la carte française. C'est plutôt normal, hein, je pense, et de jouer la carte française. Enfin, tous les grands tours le font. Il n'y a pas de raison que le Tour de France le fasse pas. Après, oui, il y avait un petit débat entre IAM et Sor. Alors moi, j'aime beaucoup pourtant l'équipe IAM, mais je la trouve quand même un peu limitée en montagne pour le classement général. Alors comme Chaussasson, vous me direz, mais qui a au moins l'expérience du Tour. Et je pense qu'il y a aussi l'idée de privilégier une équipe qui est là depuis longtemps, de l'installer et pourquoi pas de lui permettre de grandir un peu plus via le Tour de France. Qui nous permettra de voir sur les routes du Tour Julien Simon. Absolument, et Jonathan Hiver. Deux coureurs qui peuvent s'illustrer sur des étapes vallonnées, qui ont tous deux une belle pointe de vitesse. Autre actu du Tour de France, on en parlait la semaine dernière, oui Maxime. Ouais, juste pour dire que la déception est d'autant plus grande pour IAM qu'ils n'ont pas été pris non plus pour la Vuelta. Puisque c'est une étape, alors là c'est encore plus, pour moi c'est encore plus surprenant de voir une étape au lieu d'IAM, mais ils avaient fait le Giro en étape l'an dernier, je crois. On faisait tout un foin de Léopold Koenig, comme quoi c'est bon, il allait faire un top 10, ça y est. Il n'a rien été. C'est une bonne équipe, mais de là à la préférer à IAM, je suis pas sûr, quoi. Je vous le disais, ou du moins j'avais commencé à vous le dire, la situation se clarifie dans l'équipe Sky. On en parlait la semaine passée sur cette même antenne au niveau du leadership pour le mois de juillet entre Froome et Wiggins. Ça y est, c'est décidé. En tout cas, Sky a communiqué en ce sens, et ça sera donc Christopher Froome, le leader pour l'équipe Sky. Alors ça soulève pas mal de questions. Est-ce que ce leadership annoncé peut libérer Christopher Froome d'après vous, et est-ce que la collaboration peut ne pas bien se passer entre les deux co-leaders de l'équipe Sky, Bradley Wiggins et Christopher Froome, Froome qui jusqu'ici était le lieutenant de Wiggins, que ce soit sur la Vuelta 2011 ou le Tour 2012. Cette fois-ci, les cartes seront inversées. Moi, j'attends de voir la situation sur le Tour de France où Wiggins fera son équipier modèle en allant dans un coup. Et on faudra voir la réaction derrière si Froome panique un peu ou s'il laisse faire. Je suis pas sûr que Wiggins s'en laisse compter comme ça. Je sais pas si. Le parcours lui est moins favorable avec moins de contre-la-montre. Ouais. Et plus avantage de Froome. Non, c'est clair, mais. Moi, je suis plutôt d'accord. J'aurais été du côté de chez Sky. Dieu m'en préserve. J'aurais privilégié Chris Froome, c'est sûr. Mais est-ce que Wiggins, lui, il avait la volonté de faire doubler de retour. Est-ce que la volonté, c'est une chose. Après, il faut avoir les jambes. Hein, et on sait que remporter le doublé Tour d'Italie, Tour de France, c'est pas évident. Mais est-ce que du coup, des ambitions, quoi, du moins. Ouais, il avait des ambitions. Mais est-ce que du coup, Bradley Wiggins, qui avait déclaré d'ailleurs il y a quelques temps de ça, après sa victoire sur le Tour, vouloir réaliser le triplé en carrière, c'est-à-dire les 3 grands tours, dont le dernier coureur à avoir réussi cet exploit est Contador. Est-ce que du coup Bradley Wiggins pourrait décider de modifier son programme pour faire justement Giro Vuelta et accomplir ce doublé, ce triplé même dès le mois de septembre? Est-ce que pour vous c'est une possibilité pour Bradley Wiggins? Vuelta, c'est pareil, il y a beaucoup de montagnes cette année. Énormément de montagnes.
Après, c'est vrai que le plateau est souvent moins dense à la Volta. Hein. C'est souvent le tour de ceux qui ont déjà fait un grand tour dans Tour de l'année. rattrapage. Le tour de rattrapage, voilà. C'est un petit peu la consolante, la consolante des grands tours. C'était pas forcément le cas l'année dernière, d'ailleurs. Non, c'est vrai. Pour Rodriguez et Contador qui nous ont fait un joli spectacle avec Valverde en arbitre. Mais c'est vrai que c'est un petit peu ceux qui n'ont rien gagné, qui veulent rattraper leur saison, qui viennent, ceux qui veulent préparer le championnat du monde également. Ouais, c'est ça, ouais. Donc faudra voir justement s'il le fait pas déjà pour le chrono championnat du monde, et si voilà il le fait pour le titre général, faudra voir comment il récupère déjà et s'il peut passer les bosses et l'école en tête. On peut aussi s'interroger sur le timing de cette annonce. François, tu disais la semaine passée, si je me rappelle bien, que selon le résultat du Giro, serait décidé le vainqueur, du moins le leader de l'équipe Sky au mois de juillet. Du coup là les cartes sont abattues, c'est assez clair dans le jeu des Sky. Est-ce que ça n'enlève pas de la pression à Bradley Wiggins qui maintenant sait que de toute façon ça sera pour lui le Giro et pas le Tour, ou est-ce que justement ça peut lui en rajouter en sachant qu'il n'aura pas de rattrapage s'il échoue sur le Tour d'Italie? Rien dit qu'il va obéir aux consignes d'équipe. Hein. Ça peut être très possible qu'il désobéisse pendant le Tour. C'est pas trop les chance. coutumes de la maison dans l'équipe Sky. Ça pourrait, mais on a eu un début de révolte encore, l'année dernière avec Christopher Froome. Ça sûr. peut exploser cette année. ouais, un début de révolte. Mais après, il y a eu panique dans l'oreillette. Donc c'est pas allé bien loin. En tout cas, à suivre ce que va faire l'équipe Sky. Qui on en parle de beaucoup, riche quand même. Ouais, on en parle beaucoup de l'équipe Sky. Ils sont évidemment tous aux avant-postes. Alors le contre-la-montre par équipe a beaucoup joué, mais ils sont 3 dans les 8 premiers, et même quand ils ne sont pas forcément en haut de la hiérarchie, on en parle beaucoup de cette équipe Sky, et on en parlera jusqu'à la fin juillet. C'est bien parti pour. En tout cas, bon, on a parlé du Giro, on a parlé du Tour. Quelques petites brèves avant de finir, François, par le Tour de Picardie. La première des infos de la semaine, c'est le transfert avorté d'Alessandro Petacchi. Alors Petacchi qui nous avait a fait une annonce de retraite, rappelez-vous, en disant ça y est, je bâche. Et puis la rumeur a enflé vers un transfert du côté de l'équipe Omega pour terminer poisson pilote de Cavendish. Alessandro Petacchi qui avait lui-même bénéficié de la fin de carrière d'Eric Zabel qui s'était mué en poisson pilote pour sa personne dans l'équipe Milram, et il a voulu rendre un petit peu ce qu'on lui avait donné en faisant pareil pour Cavendish. Veto de l'UCI qui a interdit le transfert. On n'est pas en période de mercato, il n'y a pas eu de dérogation. Qu'en pensez-vous sur ce transfert avorté de Petacchi? Est-ce que ça aurait été une bonne chose pour Cavendish? Est-ce que c'est dommage de priver un coureur comme Petacchi de course? Alors pour Cavendish, ouais, je pense que ça a été une bonne chose. Il se plaint depuis le début de l'année de son train un petit peu défaillant, puisque il a que Stigmans, Kayser et Trentin. Donc c'est un petit peu light. Et c'est vrai que du coup Petacchi aura pu l'aider. Je trouve ça louable de la part de Petacchi aussi de vouloir de penser se muer en coéquipier. Après, je trouve ça un peu moins louable d'annoncer sa retraite et puis de bien pas dire je vais peut-être revenir finalement. C'est pas un super coup qu'il a fait à la Lamprey pour le coup. Ouais, par contre, ouais. Alors, faudra savoir s'il a pris sa décision de signer chez Omega Pharma avant son annonce de retraite ou après, ou est-ce que ça a été une opportunité qu'il a eu après. Si c'est avant, c'est clairement pas très classe. Ça peut être étrange comme procédé. Si c'est après, lui qui avait montré justement, qui avait dit j'arrête le vélo, c'est terminé, je veux passer à autre chose, ça n'a pas duré longtemps en tout cas. François, toi qui es fan des classiques du Nord et notamment de Paris-Roubaix, qu'est-ce que tu aurais pensé d'une start list en juillet avec Mark Cavendish, Alessandro Petacchi et Tom Boonen alignés ensemble? Ça aurait fait une sacrée équipe pour le sprint. Il y a eu quelque peu des conflits entre non, Cavendish. Conflit. Je pense que tout le monde est pas, d'accord pour Il y dire. aurait une cohabitation assez difficile. Tu penses? Mais ça aurait été quand même incroyable d'avoir une équipe comme ça d'aligner autour. Ça aurait été une dream team. Ça aurait été une sacrée dream team. Hein. Bon, comme poisson pilote, Boonen c'est quand même pas mal. C'est pas mal. Pareil. Mais je pense pas qu'il y aurait eu de je pense pas qu'il y entre aurait les trois. conflit, Boonen c'est très bien qu'il est moins fort au sprint maintenant. Petacchi, vu que c'était son rôle d'être coéquipier, il y aura pas eu de problème. Donc Cavendish aura eu tout le loisir de profiter de ces nurses de luxe dans les sprints. Bon, en tout cas, c'est une équipe qu'on ne verra pas sur le Tour de France. L'UCI a posé son veto. Une équipe où le leadership au niveau des sprints s'est un peu libéré ces derniers temps, c'est du côté de la FDJ, puisque Arnaud Démare a, on peut dire, presque confirmé qu'il ne ferait pas le Tour, puisqu'il a déclaré il y a de belles courses à faire en juillet. Donc ça laisse le champ Ibra Nasser Bouni qui devrait ne pas faire le Giro en totalité. Il devrait abandonner avant la fin pour préserver. D'ailleurs, pour revenir à Démare, juste pour dire que ces 3 victoires tombent
tombe à pic quand même, parce qu'il avait fait un gros début de saison, mais pas au niveau des résultats, au niveau des courses qu'il avait faites. Ouais. Il était monté d'un cran par rapport à l'année dernière, et du coup ça doit le rassurer quand même d'avoir trois victoires en plus de celles qu'il a vues à Denain. Ouais, et puis le classement général, bien entendu. Ouais, donc du coup, ouais. Donc, bonne nouvelle pour lui. Autre information qui est tombée récemment, qui concerne l'équipe Orica Green Edge, puisque Jerry Ryan, le propriétaire de l'équipe, a décidé de continuer son investissement pour 3 années supplémentaires au minimum. Donc c'est une bonne nouvelle pour l'équipe australienne, et une bonne nouvelle pour le cyclisme en général, qui, on le sait, peine en 7 ans à trouver des sponsors. C'est rare de trouver des investisseurs en ce moment, c'est clair. Donc puis Orica fait pas non plus honte à son propriétaire, donc c'est une bonne nouvelle. Après, le cyclisme australien se porte pas mal, hein, quand même. On sait depuis, il commence à s'installer sérieusement. Je pense que c'est même un sport qui est à la mode là-bas, contrairement en France. Donc, c'est pas étonnant de voir Jerry Ryan remplir. On va terminer ce nouveau grand plateau par le Tour de Picardie, et François, tu vas nous présenter donc l'épreuve Picarde qui démarre cette semaine. Ça se courra du 10 au 12 mai, ça reliera la ville de Guise à Soissons, avec un beau plateau de départ. C'est plutôt une course destinée aux sprinters. La plus grosse côte de la course fait 2,5 km à 3,8%. C'est pas énorme. En effet. C'est pas Du plat. Hein. Ouais, c'est du plat. Et donc sur la ligne de départ, Marcel Kittel, Arnaud Desmar, Johan Ofredo, Geoffrey Soupe, Brian Cocard, Tom Bonnen, ancien vainqueur en 2004, Lloyd Mondory, Romain Feuillu, Adrien Petit, Jürgen Rollens et Yannick Martinez de la pomme marseillaise qui s'est mis en avant lors des 4 jours de Dunkerque. Et pour rappel, l'année dernière, c'était John Degelkop qui avait remporté l'épreuve, et il était double vainqueur d'étape devant Van Hummel et Leonardo Duque. Sacré plateau, hein. Ouais, et du coup, on va voir, d'aucuns critiquer un peu Arnaud Demar comme qu'il avait gagné devant des sprinteurs de 3e, voire de 4e rang. Là, on va le voir face à Kittel en Picardie. Ça sera aussi le cas pour Brian Cocard, hein, qu'on n'a pas vu non plus sur des grands rendez-vous. Donc ça va être intéressant à suivre en tout cas, ouais. Et puis François, tu le disais, le retour de Tom Bonnen qui était absent des classiques. Oui, depuis sa chute sur le Tour des Flandres. Ouais, c'est ça. Mm-hmm. Donc à suivre. À suivre, sympa ce petit tour comme toutes les courses françaises de de Picardie. Comme toutes les courses, absolument. Bon, on va terminer ici. On va terminer par une dernière info. On parle des Français. Sandy Cazard qui voulait faire les 3 grands tours, qui a abandonné, qui souffre du poignet sur le Giro. Donc on le reverra sur les routes du Tour de France. Bon rétablissement. S'il arrive à se remettre. Bon rétablissement à Sandy Cazard. C'est terminé pour ce numéro. Merci François, merci Maxime, et on se retrouve la semaine prochaine.